Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Depuis le 5 avril 2021, deux membres du gouvernement John Gouté manquent à l'appel. Adoum Gargoum, 67 ans, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le monde islamique, décédé le 7 mars 2021. Alim Ayatou, 75 ans, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique, en charge de la lutte contre les épidémies et les pandémies, est décédé quant à lui le 5 avril 2021. Ils n'ont jusqu'ici pas toujours été remplacés dans ce gouvernement John Gouté, formé le 5 janvier 2019 et qui s'est réuni jusqu'ici une seule fois, c'était le 16 janvier 2019, en Conseil des ministres, cela s'entend. Du côté du Parlement, l'Assemblée nationale, un an seulement après le début de la 10e législature, plus d'une demi-douzaine de députés répondent déjà aux abonnés absents à l'hémicycle pour cause de décès. Au niveau du Sénat, 2 sénateurs sont décédés depuis le début de la 2e législature. Dans une chambre comme dans l'autre, les parlementaires décédés n'ont pas été remplacés. Contrairement au gouvernement, des dispositions légales encadrent le remplacement des parlementaires décédés. Les articles 155 et 219 de la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral apportent suffisamment d'éléments pour pourvoir à des vacances définitives par suite de décès, démission du titulaire ou du suppléant et ou de toute autre cause dans une circonscription électorale. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe-Bissa et quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Gouvernement et Parlement, pourquoi les décédés ne sont pas remplacés? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Basistan Kamalimen. You're welcome. Thank you so much, Serge Alain, and to all our wonderful viewers. You know, I'm grateful to be here today. I'm coming from very far. Yes. I was sick and operated upon, and I take this opportunity to thank Dr. Fofom and the staff of Polyclinic Muna, who did a wonderful job take care of me. I thank my wife Quinta Limen and my junior brother Limen Wilfred, who came all the way from the US to see me through this difficult moment. I'm grateful, I'm thankful to God that I'm up and strong, and my doctor, Dr. Fofun, told me that I could start coming out, at least not to gain my spirit. And permit me, Serge, while I was sick, something drew my attention, which I want to pray that the government delegate, the super mayor, look into the matter, the road to Lokpom. The road is so bad that, you remember there was a time I said here that yes, the mayor, I don't know exactly what they are doing, if it's out of bad faith. You know, that road is so bad that we don't even use the road. And you know, for somebody who is... Une déviation du côté de Kotor. Yes, and it is so bad. The road is so bad that you imagine somebody who is sick to leave Lopom to go to Bonanjo for dressing, you know, you go through a lot of pains for reasons you cannot explain. Just some few meters to put pavements, we've taken about 4 or 5 months. I think the population of Lokpom have been very, very comprehensive, and they should not be taken for granted. I pray that the authorities that be should look into the repairs of that road so we can start enjoying a safe ride on the roads. Ok. Thank you so much. À côté de vous, Charles Dicam. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Bonsoir également à mes copanélistes et prompt rétablissement à celui qui est à mes côtés. Voilà. Bonsoir Maître. Maître Georges Teguem. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos téléspectateurs aussi nombreux. Bonsoir à mes copanélistes. Je suis heureux que Maître Liben ait rendu un vivant hommage à la médecine camerounaise. Nous sommes fiers de savoir que dans notre pays, il y a des cliniques qui travaillent avec des médecins compétents. Nous devons d'ailleurs tous en être heureux. C'est notre pays.
Nous devons être fiers d'avoir chez nous des hôpitaux comme la Rivoisière ou l'hôpital Saint-Antoine de Paris. C'est une fierté de savoir qu'à Kinoumouna, on sauve les gens qui croient à la mort. Monsieur Limen, vous en êtes un témoignage vivant. J'espère que les gens vous entendent. Ok, merci. Établissement public ou privé? Et privé. C'est ça qu'il faut préciser aussi. Il faut avoir le moyen c'est que vous mettez. Moi, je pense pas que lorsqu'on parle de santé, il faut pas d'argent. Parce qu'il aurait eu des milliards et un médecin incompétent, il serait mort. Non. Il faut rendre un hommage. Non, c'est le plateau technique qui n'est pas bon. Sinon, le technicien, il y en a. Si le plateau technique n'était pas bon, chez lui-même, c'est le Non, je parle du Cameroun. Il a rendu. Mais je vous ai déjà dit, quand on parle à Paris, il y a la Rivoisière. À Paris, il y a Ténon, il y a Bichat. Oui. Il y a, si vous voulez, Saint-Antoine, il y a Pompidou. Oui, non, il y a Cochin, tout ce que vous Il y en voulez. a à profusion. Il y a Douala, il y a Kinoumouna, il y a la Quintini, il y a l'hôpital d'Edo. Là-bas, il y a la Sécu, maître. Mais écoutez, ici, mais vous savez pas qu'ici, il y a la Sécu. Vous voulez qu'on parle de textes qui organisent les conditions de prise en charge des malades? Non, il y en a au Cameroun. Les spectateurs qui sont heureux, qui sont oui, mais ce n'est pas le sujet du jour, sinon j'en aurais parlé. D'accord. Mais il faut savoir qu'au Cameroun également, lorsque vous êtes victime d'un accident de travail, la CNPS s'occupe de vous. Ça, c'est la réalité. Quand vous travaillez. Oui, quand vous êtes victime d'un accident de travail. Ça veut dire qu'il y a des textes. Comme la majorité des Camerounais sont des chômeurs. Non, écoutez, On a étendu le traitement aux personnes qui souhaitaient de manière volontaire rester à la CNPS. Vous avez rendu hommage aux médecins camerounais. Je crois que c'est l'essentiel. À côté de vous, Dr Luisan Isomba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, c'est Jean Lauto. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir également à tous les fans clubs Dr Isomba, disséminés d'ici et ailleurs. Je voudrais faire un peu comme les l'indiquent, que féliciter déjà M. Barista qui retrouve la santé, parce que vous savez, même lui aussi il pouvait lâcher, donc c'est aussi un effort bien le plus complémentaire pour lui. Donc Barista, nous sommes fiers de partager ce plateau avec vous, sorti d'un état aussi léthargique. Voilà. Je reste avec vous, Dr Luisan Isomba. Un gouvernement, des membres qui manquent à l'appel pour cause de décès. Est-ce que ça devrait durer longtemps? Bien, ce que je dois dire, c'est que la question que vous posez nous situe au cœur du personnel de l'État au haut niveau. Vous savez, vous avez cité le personnel des assemblées politiques délibérantes, c'est-à-dire que des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous avez cité également quelques membres au niveau de l'administration centrale ou centralisée. Alors, je dois vous indiquer que le président de la République est le dispensateur suprême des charges et des privilèges. Et la Constitution nous révèle clairement qu'il y a deux personnalités, en fait, qui nomment au niveau de l'administration, au niveau de la haute administration. Le président de la République, bien entendu, parce qu'il dit, la Constitution nous dit qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Et vous avez l'article 12, alinéa 3, qui précise que le Premier ministre nomme aux emplois civils sous réserve des prérogatives reconnues au président de la République. Et nous avons eu, à un moment donné, lorsque le poste du Premier ministre est restauré le 23 avril 1991, à la suite de cette réforme, et plus tard, après Sadou Ayatou, Simon Achou est arrivé, et en interprétant cette disposition justement de la Constitution, de la réforme du 23 avril 1991, M. Simon Achou avait nommé 4 préfets à l'absence du président de la République. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois après le retour du président, on lui a fait l'état de la situation politique administrative, et on a fait le compte rendu au président de la République que le Premier ministre est resté nommé 4 préfets. Et 2 mois plus tard, le président de la République a procédé à un chamboulement de tous les préfets, et il a enlevé les 4 préfets qu'avait nommé le Premier ministre. C'est pour dire que à partir du principe de la nomination, on distingue dans les nominations aux postes supérieurs et les nominations des postes inférieurs. Et ça veut donc dire que les postes inférieurs relèvent donc de la compétence du Premier ministre et ce que l'on peut considérer comme supérieur de la compétence du président. Maintenant, vous avez parlé du personnel de l'Assemblée nationale. L'article 154 est clair. Cet article dispose que en cas de vacances, surtout des questions de suppléance qui se posent, seul le décès peut contraindre le président de la République d'organiser des élections partielles. Mais si le titulaire démissionne, ou bien il tombe dans une situation d'incompatibilité, par exemple, le titulaire choisit, un peu comme on l'a vu avec Patrice Ndam,
elle choisit plutôt d'être maire que d'être députée. Vous voyez, elle tombe sur le coup d'incompatibilité des fonctions électives. Oui. Donc le suppléant, automatiquement, dans ce cas, devient directement, occupe directement et exerce la fonction jusqu'à la fin du mandat. Maintenant, ça, c'est au niveau des assemblées politiques délibérantes. S'agissant maintenant du gouvernement, le principe est clair, je venais de l'établir, c'est le président de la République qui nomme aux emplois civils et militaires. Donc, c'est à lui qu'incombe cette lourde responsabilité de nommer. Mais bien entendu, la Constitution ne lui impose pas un timing ou une périodicité. Le président peut le faire à tout moment. Mais vous avez vu que dans le cadre des assemblées politiques, la loi est claire. Elle dit que 12 mois après, le président organise les élections partielles. Mais à moins d'un an de la fin de la mandature ou de la législature, on ne peut plus organiser les élections. Donc voilà, en gros, sur le plan technique, ce qu'il faut dire par rapport à ces problèmes de décès au niveau de nos assemblées politiques délibérantes et au niveau de la haute administration. Mais Tegem, ajouter quelque chose? Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec lui, sauf que en ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, je suis un peu réservé sur l'analyse qu'il en fait. Oui, le texte 155 dit 12 mois après, mais 12 mois après le décès. Or, le décès au Cameroun est constaté par un acte, c'est l'acte de décès. Il faut déjà qu'il soit en possession de l'acte de décès. Avant, il n'y a pas de décès. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance de ce que quelqu'un est mort, tant qu'il n'y a pas d'acte de décès au dossier de Monsieur le Président de la République. La mandature 2007-2013, 11 députés sont décédés, n'ont pas été remplacés. Donc il n'y a pas eu d'acte de décès. On n'a pas eu... Mais c'est ce que je vous disais. C'est peut-être la loi, c'est dur. Vous savez, j'ai parfois un problème de communication. Vous voulez nous faire comprendre que depuis que les députés ne sont pas remplacés à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on n'a pas produit des actes de décès? Mais, monsieur Otou, ce qui veut dire que leurs ayants droit sont dans le... La loi est dure, mais c'est la loi. Je suis un avocat sur le plateau et je pense que son contrôle. Oui. Vous avez le programme de deuil de quelqu'un. Oui. Vous venez donner à un juge. Vous demandez de prononcer un jugement d'hérédité, vous dites que non. Il n'y a pas de mort. Il était au lieu du deuil avec vous. Vous lui dites, vous dites, mon ami, mon dossier doit avoir la pièce. C'est la loi. Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Et moi, je ne sais pas, j'aurais souhaité que l'une des familles d'un défunt député soit ici, l'un des membres de la famille d'un défunt député soit ici, pour nous dire, nous avons effectivement déposé l'acte des décès au secrétaire général de la présidence de la République ou au cabinet civil, monsieur le président de la République, en date due. Pour que le délai de 12 mois commence à courir. Même à l'Assemblée elle-même. Même à l'Assemblée elle-même. Pour que le délai de 12 mois commence à courir. Je ne pense pas que vous soyez en train de dire que c'est nécessairement ça. Vous dites que peut-être que. Non. Ou bien vous êtes sûr. Il y a une certitude. C'est que les délais qui sont indiqués dans la loi, c'est à compter d'un événement, un fait précis. Oui. C'est le décès. Oui. Et la connaissance acquise étant interdite, il est interdit de rendre une décision sur la base d'une connaissance acquise. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez eu une information sans avoir la pièce au dossier. Acte de décès faisant foi. Okay. Donc peut-être entre la mandature 2007-2013, comme vous l'indiquiez tantôt, il y a eu des décès. Oui. Même actuellement, il y a des décès. Je ne sais pas si le délai 12 mois même est déjà consommé en ce moment. Mais ces décès que vous évoquez, peut-être les gens prennent des actes de décès, s'orientent autrement et ne déposent pas la pièce là où il faut. Mais reconnaissons que, même on a beau dire, en ce qui concerne les membres du gouvernement, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est nanti des pouvoirs. C'est ce qu'on appelle l'exercice du pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'en dehors de tout contrôle, qui nomme le Premier ministre et les ministres sur proposition du Premier ministre. C'est lui, il nomme quand il veut. C'est son pouvoir discrétionnaire. Et le pouvoir discrétionnaire, on ne peut pas forcer. C'est lui qui décide. Maître Tegem, je reste avec vous. Article 219 sur les décès des sénateurs. Alinéa 3. En cas de décès d'un sénateur nommé, un nouveau sénateur est nommé pour achever le mandat à la diligence du président du Sénat. Oui. Le décès déjà doit être constaté. Vous lisez toujours la pièce là. Oui. Le décès au Cameroun est constaté par un acte de décès. Tchib Moukete est décédé. C'est 12 mois. Tchib Moukete est mort il y a 2 jours. Le délai n'est pas encore. Il ne faut pas en parler. Puisqu'il n'y a pas encore 12 mois. On est d'accord. Ça veut dire qu'il est encore dans le délai. Oui, on est d'accord. Et vous dites que Tchib Moukete est décédé. Mais vous ne mettez pas. Là, vous avez mis de côté l'acte de décès. Et je vous dis que c'est vous qui le dites. Moi, j'ai vu. Qui parlait là de décès. C'est vous qui dites qu'il est mort. Ah, il n'est pas mort. Moi, j'ai vu qu'il est mort. Mais pour qu'un acte présidentiel accompagne sa mort, il faut avoir la pièce au dossier. Ok, merci. C'est ce que je dis. Barrister Kamalime. Yeah, I listened keenly to my colleague, and there's something I wish to contribute. We should know that the people we're talking about
parliamentarians, and they belong to the National Assembly, and they occupy a public service. And I think the Cameroon government have an interest to take judicial notice of the fact that they are dead. It is not only incumbent on the family to come and make a death certificate. They assume a public office, and in that capacity, the government, a responsible government, will go ahead to do what is necessary. Now, you see, my colleague was he was working on a presumption that there might have been no death certificate to prove. It's just a presumption. It might not be the case. But let us look at the issue, the facts as they are. If these people died and the law has not been respected, we should be able to say why. Why we should be able to, they should give us reasons why the law has not been respected. So on that point, I think being parliamentarians, it is incumbent on the state to take judicial notice of their death. So that is the very first thing I want to draw attention to, and Serge, it is a question which is already answered when we look at the nature of our government. Our government does not react spontaneously. Our government is kind of a sleeping government. We all know it's a fact, well established, and I think that is where the problem situates. The government is not so pushful. The government is not so proactive. So I think that is where the problem resides. Okay. Yes, I think that's where the problem. Charles Ndjikam, sur cet élément, est-ce que pour vous, l'acte de décès, c'est ça qui doit absolument déclencher le processus de remplacement de ces élus? Oublions même la 10e législature. Qu'est-ce qui explique que ceux qui sont décédés lors de la 9e et même la 8e qu'il n'y ait pas eu de partiel? C'est ça la question. Je voudrais déjà vous remercier, Sir Serge Anlaoutou, et vous demander de faire en sorte que chaque fois qu'on peut être édifié par le docteur Louison Essomba, full docteur Louison Essomba, parce qu'il y a beaucoup d'autres là, je ne sais pas. Mais lui, en Côte d'Ivoire, on dit petit connaît papier. C'est bien, docteur. Chaque fois qu'on vous écoute, on apprend. Oui. Il s'agit d'une question de volonté politique. Ouais. Pour vous, c'est la volonté politique? C'est la volonté politique. C'est en cela, au moins, il copie celui que certains d'entre eux appellent leur créateur, qui n'est jamais pressé en rien et sur rien. Parce que je n'ose pas penser que de hautes personnalités, comme beaucoup d'entre eux qui sont décédés, qui occupaient de hautes fonctions, n'ont pas eu, ne serait-ce que lors de leurs obsèques, besoin de l'État. L'État, pour les 3/4, a pris charge de leur bon, alors est-ce que quand l'État prend charge en déléguant quelqu'un de la part du président de la République, etc., c'est sur la base de quoi? Des on-dit, ou bien parce qu'on a constaté qu'ils sont décédés? Non, sortons de ce formalisme-là. On a bien compris que Maître Tegem voulait plutôt nous dire que c'est une pièce importante, oui, essentielle dans le dossier. Oui. Bon, mais bon, peut-être qu'elle vient à la fin du parapheur. Donc le président n'a pas encore eu le temps d'arriver à cette pièce-là. Oui, je pense que c'est ça. Sinon, ça n'est pas une raison. Un gouvernement qui réagit comme a réagi une dame aujourd'hui, alors que ça fait déjà plusieurs jours, près d'une semaine, que le Cameroun bout sur un certain sujet, c'est symptomatique de ce gouvernement-là. Nous savons tous de qui je parle et de quoi il s'agit. Donc la volonté politique du chef de l'État de... Vous savez, j'ai comme l'impression que celui qui préside à la destinée de notre pays veut à chaque fois montrer aux Camerounais à quel point, je veux dire, et encore il rivalise parfois, juste après Dieu c'est lui. C'est-à-dire qu'il veut vous mettre dans une situation où vous guettez une apparition. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un gouvernement qui est censé travailler pour le bien de la population, que des postes aussi essentiels que ceux de ministres, ceux de sénateurs. Bon, ministres et sénateurs encore... surtout quand on parle du Parlement, comme on sait que c'est plutôt l'enregistrement qu'autre chose, mais au moins qu'on fasse semblant. Il y en a qui disent que ça coûte cher l'organisation des élections. Oh, ça ne coûte pas plus cher que ce qu'on paye en campagne de publicité à l'extérieur au titre du gouvernement. Ça ne coûte pas plus cher que les déplacements inutiles que beaucoup d'entre eux font et des commissions qui n'ont jamais rendu de rapport. Ça ne coûte pas plus cher. Lorsque l'État veut faire quelque chose,
Bon, je me dis que s'il le fait, c'est qu'il a l'aval de l'État, même si sur ce point-là, j'interrogerai à un moment donné les éminents juristes qui sont autour de moi. Mais rien ne coûte suffisamment cher à l'État, surtout quand il s'agit, comment dirais-je, de ses missions régaliennes, de ce qu'il doit faire. Ça n'est pas facultatif. Un ministre, s'il a occupé un poste, si on a pensé le nommer, c'est parce que c'était un poste qui nécessite sa présence. Bon, comme il n'est pas seul sur 25 millions, il doit bien en avoir bien d'autres qui peuvent occuper cette fonction-là. Mais bon, voilà. Voilà. Maintenant, je reviens avec vous sur ces deux ministres-là qui sont décédés en mars et avril dernier. Est-ce que c'est facultatif, leur présence, ils ne méritent pas être remplacés dans un gouvernement? Vous me posez une question qui ne relève pas de mon appréciation. Il y a une seule personne qui a le pouvoir. C'est un pouvoir souverain, c'est un pouvoir constitutionnel. C'est son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est lui qui décide et c'est son pouvoir, encore une fois, discrétionnaire. Et s'il prend les décisions de manière discrétionnaire, ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est parce que la Constitution lui en donne le droit. Ou alors lui en donne les moyens. Alors, étant un républicain, vous le savez, je ne peux pas aller à l'encontre de la Constitution qui dit que c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit le moment de faire les remplacements, c'est lui qui décide. Écoutez, c'est lui qui décide. Mais vous avez vu en France comment il y avait un Premier ministre, Édouard Philippe, comment Macron l'a conduit. Et lui, il est même jupitérien, c'est le président de la République. Il est dans ses missions régaliennes. Il est le détenteur des pouvoirs suprêmes. Il est l'élu du suffrage universel direct. Je vous dis, la circonscription électorale, c'est tout le territoire de la République. Il est le seul élu de tout le territoire de la République. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs. Et en vertu de cela, il décide quand il remplace les membres du gouvernement et quand il ne le fait pas. Et puis, je voudrais faire observer à M. Ndikam que M. Ndikam, effectivement, ce que vous évoquez au sujet du certificat de décès peut tenir la route. Sauf que, lorsqu'il s'agit de prendre une décision de convoquer un corps électoral, il faut avoir une pièce au dossier. Quand il s'agit de prendre une décision de cette nature, c'est pas, par exemple, dire j'envoie mon représentant aux obsèques. En plus, vos représentants aux obsèques, ça n'a pas de pièce de fond du dossier. Parce que le décret qui convoque. Donc, vous voulez dire comprendre qu'il n'y a pas eu d'élection parce qu'il manquait cette pièce? Nous sommes d'accord, M. Tegem, sur le fait que le président de la République dont vous parlez là, s'il décidait qu'il veut convoquer le corps électoral, parce qu'il faut qu'il comble ces sièges inoccupés. Vous pensez que le certificat là, ça va mettre 2 heures pour arriver? Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de convocation. Excusez-moi, même s'il n'y en avait pas, ça va arriver tout de suite. Heureusement que vous dites qu'il le faut. Voilà. Ce certificat, il le faut. Nous en arrivons donc à la même chose. Sans certificat de dossier, monsieur Tout, sachez que le Conseil constitutionnel contrôle les conditions d'élection du président de la République, des députés à l'Assemblée et des sénateurs. Et lui, il a un devoir sur ce plan. C'est-à-dire que son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la cause de décès est subordonné à l'existence d'un ensemble de pièces. Parce que lorsque quelqu'un attaque, moi par exemple, mon député, le candidat du RDPC, moi je suis avocat, je commence par là, voyons si au dossier il a même la pièce. Je parle sous le contrôle d'un avocat, il a un avocat sur le plateau. Parce que pour le faire, il doit être un nanti des pouvoirs. 1. 2, il doit avoir les pièces qui justifient qu'il convoque pour respecter le délai de 12 mois. Mais je ne sais pas comment les familles des défunts se comportent. Moi, je suis réservé. Et il y a quelqu'un qui a même dit, mon collègue disait que l'État doit aller... Mais les affaires de décès sont des affaires privées qui concernent les familles des personnes. Parce que lorsque quelqu'un décède, c'est sa famille qui organise ses obsèques. C'est sa famille, soit professionnelle, soit sa famille nucléaire, c'est sa famille qui décide. Le gouvernement ne fait que suivre même sa le famille, choix fait par la famille professionnelle même ne décide pas en lieu et place de sa famille nucléaire. Voilà, donc vous comprenez donc il y a une réserve qu'il faut émettre et se rassurer que Monsieur le Président de la République a ces textes au dossier. Et le connaissant, c'est un monsieur qui prend beaucoup de temps pour prendre la décision et la décision la plus juste possible. La preuve, c'est qu'il est un serviteur de ce pays. Voilà, docteur Luisin Issomba, peut-on prendre du temps pour remplacer les 2 ministres décédés? Ça amène à la question du remaniement. On ne peut pas éviter ça. Il faut à tout prix un remaniement. Hein. Ça, j'allais tourner ensemble. Je vous vois un peu agacé. L'ensemble de questionnements se pose. Vous savez, c'est dans les conditions d'éligibilité qu'on impose un certain nombre de choses, surtout les actes de naissance. Quand vous décidez, comme c'est le cas, cela veut dire, si vous suivez, on suit le raisonnement de M. Tegem, ça veut dire que tant que le certificat de décès n'est pas monté, les 12 mois peuvent s'achever. Voilà. Donc, en fait, que la pièce de certificat de décès déclenche donc le processus de la convocation du corps électoral, de partiel. Et
Écoutez, donc ça veut dire que, et lui-même il le dit, le président de la République dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix du personnel qui puisse accompagner l'action gouvernementale. Ça veut donc dire que tant qu'il n'aura pas l'acte de décès des concernés, il est tenu dans son pouvoir discrétionnaire, est tenu. Or, lui-même il le dit discrétionnaire. Alors là, moi je pense que en réalité, toutes ces conditions-là, surtout quand on est dans des conditions d'éligibilité, c'est où s'imposent les actes tels que les actes de naissance. Mais quand vous décédez, le décès, c'est vrai. C'est-à-dire que si vous voulez engager une procédure, par exemple, d'hérédité, de succession, on sait on exige, ça devient à ce niveau-là exigé. Mais sur le plan politique, cela, à mon sens, n'a aucun intérêt. n'a aucun intérêt parce que si vous suivez ce raisonnement, c'est trop grave. Ça veut dire que tant qu'ils ne rendent pas le certificat de décès, on ne pourrait pas engager. Non. Moi, je pense que ce n'est pas ça dans la logique, même au niveau des élections des députés et des sénateurs. Les députés et sénateurs qui n'ont pas été remplacés lors des législatures précédentes, c'est parce qu'il n'y avait pas de certificat de décès. Mais c'est le raisonnement des mains. Oui, oui. À ce niveau-là, moi je dis, sur le plan politique, c'est extrêmement, c'est inconcevable, c'est récusable, tout simplement parce que ce n'est pas ça qui lie la convocation partielle des élections. Non, au contraire, on dit dès qu'il y a décès, dès que le décès est manifeste, on l'a souvent vu, il y a des organisations... Il y a même souvent le représentant du chef de l'État. Voilà, on a la présence officielle du chef de l'État. C'est vrai que sur le plan technique, à un certain nombre de matières, on exige les actes de décès. Mais je dis sur le domaine politique, comme c'est le cas. L'acte de décès, en réalité, à mon sens, n'est pas un motif de déclenchement. Pas du tout. Ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas l'être. Donc, je pense que... Et vous voyez, je suis tout à fait d'accord dans sa logique. Président de la République, dépositaire du pouvoir discrétionnaire, autorité souveraine de nomination. Je l'ai dit au début que c'est lui le dispensateur suprême des charges et des privilèges. Alors, à partir de là, vous vous rendez compte que le président de la République ne peut pas se résumer en l'attente d'un certificat de décès pour faire valoir, pour exercer son pouvoir discrétionnaire. Donc, moi, je pense que dans cette lecture-là, il faut considérer, il faut renvoyer ça dans une dimension politique que dans une dimension des affaires civiles ou, je ne sais pas trop, ou judiciaires. Ok, Barrister, comment? Yes. I mentioned, you know, my colleague is a very intelligent lawyer that we don't doubt, and his position is that of being defensive, and I think he's reacting in that capacity. But what I want us to know is that there's something we call, even in law, they call it judicial notice. It means, therefore, that the state can take notice of something and give a judicial implication to it, even if there's no death certificate. When an authority dies, right, the state takes judicial notice of it, and that is why the state can send a representative during the burial. We see when Senator Mukete died, the state sent a representative. All the parliamentarians who died, the ministers who died, the state sent a representative. That is judicial notice. Now, the truth is, the only reason why there's no respectance to the law, it's the nature of the president. As he said the president takes all his time. That is the word, it takes all his time, and we are used to that, you understand. But time is of essence in everything we do. Now, you know that those parliamentarians were rendering services to their constituency. What happens to what they were doing? So the president should sit because he has a discretionary power. It takes all his time to come and replace somebody who is going to do things in favor to ameliorate the condition of his the subjects. It is not correct. Same goes for the ministers. Why did he appoint the minister if the minister was useless? Because you appoint the minister to assume certain responsibilities. Now, in the death of that minister, why don't you go ahead to appoint another minister to do what the other minister was doing? Let us go in a simple understanding. If a document has to be signed by a minister, the minister is dead, right? And it is, as he rightly said, it's a legalist. If the document has to be signed by a minister, it is different from the Secretary General. Now, if a minister is not there who assume the responsibility, somebody has to be there. And so the government is, the president who has the discretionary power is obliged, in my humble, for the interest of the population, he is obliged for the interest of the population to replace the people who are dead.
So to me, it is still a replica of, it is still a continuity of bad governance, and we always think that the president should take his time. And when he takes such a time, he said he comes out with the very best result, which honestly, I think those are political statements and legal arguments. Ok. Charles Dikam, c'est quoi? C'est le fait qu'on parle de ministre délégué et de secrétaire d'État. Si ça avait été un ministre, par exemple, un ministre d'État ou un ministre tout court, Non, on serait là, toujours à attendre. On n'aurait qu'à remplacer. Je vais revenir à l'aspect qu'a soulevé Dr Luison Essomba, le full Dr Luison Essomba, parce que c'est ainsi que je vais l'appeler désormais. Tout à l'heure, en disant que ce pouvoir discrétionnaire ne pouvait pas se trouver contrarié par des éléments aussi factuels que cela, fut-il important du point de vue administratif. Et je veux dire que c'est ce pouvoir discrétionnaire qui a aussi permis que certains qui ont eu mal à partir avec la justice séjourner même dans des maisons d'arrêt, puissent être président, puissent être ministre dans cette République. C'est ça aussi, c'est son pouvoir discrétionnaire. Il prend quelqu'un même en prison, il dit bon, tu n'as plus rien fait, deviens ministre. Voilà, c'est arrivé aussi. Non, pour revenir à votre question, Serge Alain, c'est une marque de fabrique, reconnue d'ailleurs par Maître Tegem qui est du parti au pouvoir. Il en fera ainsi parce que justement ce à quoi tout le monde s'attend, c'est que ces ministres soient remplacés. Et Paul Biya, depuis, on a aussi appris un peu à le connaître, depuis 40 ans, ne fait pas ce à quoi on s'attend. Voilà, là, on est face à un scandale mondial, parce qu'il ne faut pas que les mœurs viennent, même si elles sont importantes, viennent nous distraire. Au fond, on est face à un scandale, le scandale du siècle au Cameroun, hein, depuis l'existence du Cameroun en tant que tel, en tant que république. Mais là où, dans un pays normal, dont on citait les hôpitaux tout à l'heure, un exemple de pays normal, en tout cas qu'on aimerait bien copier sous certains aspects, ce gouvernement-là aurait déposé le tablier, hein, en attendant que les uns et les autres fassent valoir, se présentent devant la justice et qu'on établisse les responsabilités. Mais non, il est encore là. Donc ça revient à la même chose. Tout est entre, vous voyez bien, tout c'est sur haute instruction, même les banderoles, même quand un sous-préfet passe, c'est le président de la République qui est sur le nom des banderoles. Donc tout revient à lui, voilà, sous le haut patronage. Bon, il a tellement de choses à patronner que bon, je pense que c'est dans l'échelonnement de ce qu'il a à patronner que ça prend du temps. C'est-à-dire il est victime de ses propres turpitudes. Voilà, docteur Luison Essomba, d'abord, docteur Luison Essomba, est-ce que il faut forcément qui trop embrasse est-ce qu'il faut forcément un grand mouvement gouvernement pour que ces deux, où on peut, comme c'est, je crois que c'est arrivé à William Etekimbouma, hein, oui, tout ça là. Mais hein? Pas que lui, ils sont nombreux. À Adibime, il y a eu Mandengambassa. Oui. Vous vous rappelez que Mandengambassa allait à l'Assemblée nationale. On lui a demandé quel était le titre de l'ouvrage du président de la République pour le libéralisme communautaire. Il n'a pas pu le donner. Les 2 semaines plus tard, seul, lui seul a été dégommé. Donc c'est pour dire que... C'est quoi? On attend un grand mouvement? Non, pas forcément. Les deux décédés, pourquoi on ne peut pas? On est sous le fondement du pouvoir discrétionnaire. Oui. Le président de la République, à un moment donné, je le disais tout à l'heure, que la Constitution ne lui impose pas un timing pour dire que à ce moment-ci, il faut nommer ou à tel moment, il ne faut pas le faire. Non, pas du tout. Ça veut dire que la Constitution, c'est pourquoi on parle de discrétionnaire, parce que cela relève de son choix personnel, des opportunités, ainsi de suite. Alors, ce qu'on constate tout simplement, c'est que quand il y a des décès qui surviennent de cette manière, il serait toujours bon pour ne pas laisser le poste vide. C'est vrai que le fait que le titulaire ne soit pas là n'empêche pas la continuité du service public. On a aujourd'hui les principes tels que la délégation des signatures ou du pouvoir qui permettent justement la continuité du service public. Mais c'est toujours bon que lorsque le titulaire ou bien un des ministres est décédé, un peu comme c'est le cas, que le président de la République puisse le remplacer. C'est-à-dire que pour que la dynamique de l'activité gouvernementale se déploie. Vous avez vu qu'à un moment donné, on a souvent nommé des autorités qui sont même décédées. C'est-à-dire qu'on a un préfet qu'on a nommé, qui est déjà décédé, mais on le nomme dans une autre administration, dans une autre circonscription administrative, tout simplement parce qu'il n'y a pas ces logiques justement d'information au niveau de l'État. Donc ça veut dire tout simplement qu'à partir du pouvoir discrétionnaire du président, il peut à tout moment
pouvoir ou remplacer un des membres du gouvernement si tel est indiqué que celui-ci aurait posé soit un acte qui porte atteinte à l'image de l'État. Écoutez, il a dit tout à l'heure, le docteur Luison Essomba a dit tout à l'heure que les conditions d'éligibilité, ou alors il y a une incompatibilité entre le pouvoir discrétionnaire et le fait que j'invoque l'acte de décès. Moi, je pense qu'il faut bien distinguer les deux cas. En ce qui concerne la nomination des membres du gouvernement, c'est le pouvoir discrétionnaire total. Ouais. En ce qui concerne le remplacement d'un député décédé, il y a des conditions. Il faut le décès. Il ne dit rien. Je dis, c'est vous qui avez les dispositions de l'article 155 du code électoral. Mais on a déjà débattu de cela ici. Donc, quand on met déjà le mot décès là, il y a une façon de dire décès dans le discours en droit. Je parle encore sur le contrôle d'un avocat. Lorsque le président de la République, je vous dis que, et les avocats, moi je sais, puisque quand vous au conseil des avocats, ils vont commencer par là. Ils commencent par vous dire, mais l'élection là même, le candidat de tel parti a perdu, pourquoi? Est-ce que c'était même régulier? Où est la pièce? Oh, il faut avoir la pièce au dossier. Donc, il faut bien que l'on distingue les deux cas, c'est-à-dire le cas du pouvoir discrétionnaire complet en ce qui concerne les membres du gouvernement et le cas où la loi a sorti la convocation du corps électoral d'une condition. Maintenant, en ce qui concerne les membres du gouvernement, comme disait mon confrère ami Limen Spidi, je voudrais faire observer que, en général, lorsqu'un membre du gouvernement n'est pas disponible, il est remplacé, même pendant son congé. Si vous lisez le journal officiel, vous allez voir, enfin, moi j'ai lu les journaux officiels d'avant, où on disait, pendant l'absence du ministre, tant il sera remplacé par tel autre. Souvent, c'est écrit. Donc, les membres du gouvernement actuellement décédés, certainement, il y a des ministres qui les remplacent et qui signent en leur lieu. Vous lisez plus le journal officiel maintenant? Comment? Vous lisez plus le journal officiel? J'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps. Dit avant. Oui, j'avais beaucoup de temps. Non, vous dites, vous voulez comprendre qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus bien. Non, c'est pas, vous le dites à ma place. Non. Je vous dis qu'avant, j'avais plus de temps. Oui, le ministre, on disait que le ministre tel va remplacer l'autre parce qu'il est en vacances. Oui, j'ai lu ça sur le journal officiel. C'est la même chose que j'ai lu le décret de délégation de signature du ministre Aboué Machoy, où j'avais vu à l'époque que déjà l'article 2 dit qu'il discrimina dans l'exercice de cette délégation. Lui-même, les actes qui décidera de porter la haute attention au monsieur le président de la République, c'est le président bien qui signe. Mais aujourd'hui, quand ça se fait avec l'actuel secrétaire, ça a créé un tollé. Moi, j'ai même rien compris parce que moi, j'avais le texte qui nommait monsieur, qui donne la délégation de signature à monsieur Aboué Machoy. Donc moi, quand j'avais suivi ça, j'étais surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'en parlent? Parce que je savais déjà que ça se fait tous les jours. Que dès que quelqu'un est nommé au secrétaire général, le président de la République peut lui déléguer une signature, parce que c'est même pas une délégation incompétente, c'est une délégation de signature. Et l'article 2, il dit bien que dans l'exercice, il discrimine lui-même les actes qui décidera de porter à haute attention de monsieur le président de la République. Ça, c'est ce que j'avais lu dans le journal officiel. Vous voyez en quelle année ça pouvait être et l'âge que je pouvais avoir. Donc, j'avais plus de temps, j'étais plus disponible et puis je vois le journal passer. Maintenant, j'ai plus beaucoup de temps, je suis très occupé avec tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. En tout cas, ce que je voudrais dire... Ça veut dire qu'il lui déléguait en fait une partie de son pouvoir discrétionnaire aussi. Quand il dit qu'il pouvait apprécier, c'est ce que je dis. Quelque part, il lui déléguait aussi une partie du pouvoir discrétionnaire. Quand il dit qu'il est habilité à décider ce qu'il porte à son attention ou pas. Vous qui dites aujourd'hui que c'est parce qu'il a agi qu'il le fait, je vais dire que moi en 83 il le faisait déjà. Non, parce que beaucoup je disent. Et quand vous dites même qu'il a agi, moi ça me fait sourire. Il a lui-même dit en Italie, je suis âgé. Et c'est un atout pour le Cameroun. Rappelez-vous quand il était en Italie, le président Mattarella, il a dit que le Cameroun est un pays qui est un pays attractif, qui a même des dirigeants qui ont une certaine ancienneté, une certaine expérience. Il s'est mis à rire lui-même. Donc, quand on parle de ça, vous avez dit tout à l'heure 40 ans. Je ne sais pas pourquoi vous évoquez. Ça va dater le débat. Laissons la faire de là. Je ne sais pas pourquoi vous convoquez 40 ans. Je ne sais pas. Non, c'est vous qui avez convoqué. Je vais seulement faire observer que c'est même un atout pour notre pays. On voit, non? Bien sûr. Mais nous, on voit au quotidien, le Camerounais aussi. Monsieur Ndikam, mais forcément, on doit voir. On voit bien comment notre pays a beaucoup évolué. Il y a un changement qui est notable. En tout cas, nous qui sommes au littoral, on apprécie beaucoup qu'ils nous rendent visite une fois par décade. On apprécie et encore quand on parle de visite. Il vient vous voir, vous. Quand il vient en visite, excusez-moi, quand il vient en visite,
S'il ne vient pas, on a des stades, on a tout ce qu'on veut. Si on finit la Le route stade de là, c'est quand c'est hier. Excusez-moi, si on S'il finit la route faisait l'avenue du 27 août, si on finit la route de l'Océan dont on parlait, s'il venait 6 fois par c'est parce que, excusez-moi, si on finissait cette route-là, est-ce que monsieur lui-même aurait posé le problème? Non. Alors laissez la faire, le président doit se déplacer. Ça se répète. Écoutez, il a passé toute sa vie à servir ce pays. Et je souhaite que, en tout cas, ça c'est ma position, qu'on respecte le travail qu'il a fait. Parce que monsieur Biya, et je le dis toujours, à haute intelligence, je me dis le travail qu'il n'a pas fait, non, mettez. Mais écoutez, ce n'est pas parfait. D'accord. Je n'ai jamais ça entendu va. que c'était parfait. Ça va nous Mais amener ce que des je dis, gens, c'est qu'un monsieur qui a plein d'engagement, le Cameroun, c'est la chasse gardée de personnes. Il fait construire le pont par la France. Il fait exploiter le port par les Camerounais. Il fait construire les autoroutes par les Chinois. Il fait construire les stades par les Italiens. Il fait construire les stades par les Turcs. Ça veut dire que le Cameroun aujourd'hui est de développer le pays. Le rôle du président est de voir le train en retard. Mais malheureusement, il y a beaucoup de trains en retard. C'est ça mon Voilà, souci. merci. Barrister Liben, certains pensent que la non-convocation de ces partiels-là est tout simplement due à la paresse du pouvoir exécutif. It is the truth. No matter how much we try to justify, the truth is that the head of state, he rightly said it, that he takes his time. You see, he might justify the taking of time that he wants to think well to come out with the best decision, as he put it in his words. But I think that when you take so much time to do what you're supposed to do, you might miss the purpose and intent of what you have to do. I think, to be very honest with you, the age of our president is not something we should be proud of. That he has been serving for 40 years and he's still there. The president is tired. That is the truth. If he doesn't want to leave power to somebody else who can do something right, I think it's just a matter of him not being proactive, as I said. Now, you know, I felt a bit sad when my intelligent colleague mentioned that the bridge was built by France, the road was done by China, this was done by Italy. You see, it hurts because we ought not to even rely on those people. We have the means. He's my friend. We've been abroad together. He knows the value, he knows the assets we have in this country that we did not see abroad. And so Cameroon should not be in a position that we should be expecting that if they have to build a bridge, it should be France that will come and build us a bridge. In Nigeria, just right here. Yes. The Nigerians are building that we shouldn't be at that level. We should not wait for Italy to come. Alain, I speak again under his control because it's not in Cameroon that we became friends. We have a lot of minerals in this country. We have a lot of opportunity in this country. That if we had just a good leader will not be here talking about the road to Lokpom, which resembles a road to a grave. It is bad. That is the truth. We should accept that the president, when you work too much, Alain, you need some rest. The president should handle this thing. I'll be happy that he takes he becomes the president tomorrow. I know he's dynamic, but we shouldn't always rely that the president who is there, since he is there for 60 years or 40 years, it is good for the nation. No, we need to rotate and for some other people to come and contribute positively. Voilà, Dr Lison Issoba, il y a urgence à un remaniement ministériel. Déjà commencé par convoquer un conseil ministériel. Oui, vous savez, Serge Alain Autou, nous restons dans l'esprit de la discussion. Le président de la République... Discussion qui peut faire 2 ans, 3 ans. Oui, la Constitution ne lui impose pas un timing, je continue de le dire. Peut faire 2 ans sans conseil de ministre. Oui, bien entendu. Vous savez, c'est ça le paradoxe du fonctionnement de nos institutions. Je vous le disais ici sur votre plateau que le Conseil des ministres, lorsqu'on lit l'article 7 de l'instruction générale du 4 juin 1998 portant organisation du travail gouvernemental, on vous dit que le Conseil des ministres est une institution coutumière dont la consultation est facultative et qui conseille donc qui n'a aucun effet sur la validité des actes présidentiels. Voilà. Maintenant, la Constitution, dans son article 10, alinéa 2, dit que, entre autres prérogatives du président, il préside les conseils des ministres. Cela veut dire que, en réalité, si le décret rend facultative la tenue du conseil, la Constitution lui impose de la tenir en fait. C'est-à-dire que de la tenue de ce conseil. Donc vous voyez que les dispositions légales, elles-mêmes entretiennent le flou.
Mais la Constitution étant l'acte suprême, c'est-à-dire que la norme suprême de toutes les normes, impose donc au président de la République de tenir les conseils des ministres. C'est vrai que le constituant ne nous aide pas sur la périodicité. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui, la constitution gabonaise est claire. Le président de la République tient les conseils des ministres chaque fin de mois. La tenue est mensuelle. C'est précisé. Ça fait de sorte que si le président ne le fait pas, il y a là comme une violation de la Constitution. Vous voyez, or chez nous, c'est de cela qu'il s'agit. Même dans la formation du gouvernement. Vous voyez, souvent, après les élections législatives, on a souvent vu qu'au Cameroun, le président de la République renouvelle l'équipe gouvernementale. Et vous voyez donc que depuis 2019, le février 2019, vous voyez que jusqu'à ce jour, rien n'est toujours fait. Et il y a même des supputations, il y a des faux gouvernements que l'on envoie chaque jour dans les réseaux sociaux. C'est ça qui entretient ça, la nature du vide. Comme la nature du vide. Vous savez, François Mattei le disait, le président Paul Biya, c'est l'homme le plus énigmatique du monde. On dit que il aime surprendre, il n'aime pas qu'on maîtrise au préalable tout ce qu'il est à voir de faire. Donc moi je pense que sur le plan de l'efficacité gouvernementale, il est toujours bon que les choses ne puissent pas traîner. C'est-à-dire que quand il y a des carences comme celle-là, ces carences doivent être recouvrées par l'action directe du président de la République. Et qui permet donc à ce moment-là au gouvernement, justement dans les missions qui sont les siennes, d'accomplir merveilleusement la politique matérielle définie par le président de la République. Donc c'est pour dire que le président a l'obligation justement de combler tous ces vides. Puisque, on vous l'a toujours dit, le président c'est l'homme le plus informé du Cameroun. Il n'y a pas plus informé que le président. Donc même quand vous voyez, M. Teguen insiste sur la question de l'acte de décès, pour ma part, je pense que c'est très bien pour les procédures d'ouverture des patrimoines, de voies de recours, des partages de la succession. Oui, c'est intéressant. Mais sur le plan politique, ce n'est pas un acte de décès qui peut conditionner l'action de convocation d'une élection partielle des élections. Merci, Dr Luison Isomba. On revient après le journal pour la suite. Et qu'il en soit, ce sera la deuxième partie. Mais avant cela, le journal de Julien Berthe Bissaï. Retour sur le plateau Équinoxoir, deuxième partie, celle temps du débrief, toujours en compagnie de Maître Georges Tegem, Charles Ndikam, Baristan Kamwalimen et le docteur Luison Isomba. Docteur Luison Isomba, des membres du gouvernement pour cette affaire de mœurs, mais ce qui frappe, c'est les femmes. Ministre de la promotion de la femme et de la famille, Madame Marie-Thérèse Abnaondoa, ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, ministre des enseignements secondaires, Laloua Lyonga, secrétaire d'État, ministère de l'éducation de base, une dame. Le seul homme sur la table ce jour-là, c'était le secrétaire général du ministère de la Communication. Une affaire de femme, sérieux. C'est jamais autour, la féminité est source de la virilité. Je crois qu'en le disant, ça peut traduire toute la polémique qui enfle autour de cette histoire. Vous savez, aujourd'hui, les questions de mœurs sont celles qui me semblent les plus sensibles dans un État, surtout dans un État de droit comme le nôtre. Cela fait de sorte que quand vous voyez tout un gouvernement sortir sur une question de mœurs, vous pouvez à partir de là comprendre quelle est l'ampleur que cette histoire a dû prendre. Vous savez, ça j'avais tout même à un moment donné où la femme peut être consentante, mais une fois que les images pilulent au niveau des réseaux sociaux, cela prend une autre connotation. Parce que vous savez, on a toujours dit que l'homme, ce n'est pas forcément l'image que vous voyez, parce que l'une des faiblesses de l'homme, c'est que à côté de l'homme, il y a une femme qui dispose d'un pouvoir, c'est ce qu'on appelle techniquement le pouvoir sous l'oreiller, qui peut à un moment donné amener l'homme à perdre son contrôle. Donc moi je pense que la sortie du gouvernement de ce soir témoigne à suffire de l'ampleur du problème, et surtout que les propos du ministre de la Promotion et de la Famille sont suffisamment poignants
c'est-à-dire que la chosification de la femme, l'exploitation de la femme devient un objet sexuel. Vous voyez que toutes ces expressions traduisent à un moment donné le malaise qu'il y a lorsque les questions de mœurs se sont mises à jour. Donc moi je pense que c'est une sortie musclée et les uns et les autres, surtout les conseillers, si je peux me reprendre à un conseil, au lieu d'engager des voies de duel ou des voies judiciaires qui ne servent à rien, autant mieux rentrer dans une procédure de négociation et de demander pardon. Parce que vous savez, le pardon est généralement sacré. Parce que lorsque vous demandez pardon, c'est sacré. Donc vous avez posé des actes qui peuvent vous choquer. Il est réparateur? Oui, je dis. Je demande si le pardon est réparateur. Pardon? Il peut être réparateur. Oui, on commence à demander pardon? Oui, bien entendu, c'est une amorce de solution. Parce que vous savez, les circuits judiciaires, lorsque tous ces circuits commencent à se mettre en branle, je parle sous le contrôle des deux avocats experts sur ce plateau, vous comprenez que cela prend des voies sinuosales. Surtout que, on le dit très souvent, vous donnez mieux un mauvais arrangement en amiable qu'un bon procès. Voilà. On va d'abord écouter, les hommes de droit vont boucler. Hein. D'abord, Charles Ndikam, cette affaire, pour vous. Madame la sortie du gouvernement, ça veut dire que c'est suffisamment grave? Nous parlions tout à l'heure de lenteur. Même si c'est une semaine après, je remarquerai que elle est sortie. Et je félicite déjà cela. Je félicite le contenu de ses propos, la fermeté de ces propos-là. Maintenant, nous resterons vigilants à ce que la clarté soit faite d'abord, puisque certains se sont vus déjà condamnés avant la justice. Mais ils ont prêté le flanc à y être condamnés, puisqu'ils se sont d'abord répandus en mensonges. Et ça, au moins, c'est patent, c'est là, on ne peut rien dire dessus. Et il faudra désormais... Je pense que les Camerounais ont été habitués à banaliser beaucoup de choses. Et cette affaire, entre guillemets, nous permettra d'en régler une autre, qui est celle des réseaux sociaux. Peut-être que ça fera l'objet d'un plateau un jour. Oui. C'est vrai, les réseaux sociaux sont pour beaucoup dans le fait qu'il y ait cette levée de bouclier, mais les réseaux sociaux ne sont pas faits que de cela. Moi qui passe un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, mais pour une autre quête que celle de ces gens-là, je trouve que les Camerounais n'ont pas encore appris en user de ces réseaux sociaux. Ils ne servent pas à s'insulter, à s'invectiver. Et ces Camerounais, ceux-là d'aujourd'hui, auront besoin de savoir qu'au bout, il y a la chicotte. Je pense qu'on n'échappera pas à cela. Malheureusement, ceux-là seront peut-être les premiers à en faire les frais, mais ils en feront les frais pas pour de simples insultes, pour quelque chose, il n'y a pas plus avilissant que ce qui est arrivé. Et il faut que le Camerounais apprenne, même, on le voit tous les jours dans la circulation. Vous voyez quelqu'un qui n'a ni permis de conduire, ni rien du tout, qui a violé le feu, et il est le premier à vous insulter. Alors qu'un simple mot, mon frère, je m'excuse, aurait suffi à apaiser la tension. Voilà, je les invite également. La repentance c'est très important. Dans ce processus-là, comme dans le processus politique, avant qu'on ne passe à quoi que ce soit, il faut passer par la repentance. Voilà. Maître Georges Teghem, le gouvernement qui sort aujourd'hui, des membres du gouvernement, ça veut dire que l'affaire est suffisamment grave. Hein? Écoutez, le gouvernement est dans son rôle. Et en ce qui concerne les ministres qui ont communiqué, enfin, le ministre qui a communiqué en présence des autres, je pense que c'est plein de significations. Il y a des ministres en charge des questions d'éducation pour la formation de la jeunesse. Et Madame le ministre de la promotion de la femme et la famille, elle est dans son rôle. Sociale, oui. Celle des affaires sociales également dans son rôle. Moi, je pense que c'est la spécialisation ministérielle qui est matérialisée à travers cette communication. Chaque ministre communique dans son domaine. Et la présence de monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication n'intervient qu'à titre de... on est dans son département ministériel, qui est celui de la communication gouvernementale. Bien maintenant, les réseaux sociaux. Moi, je suis ceux qui pensent que c'est une très infime minorité de Camerounais qui utilisent les réseaux sociaux à mauvais escient. Moi, je pense que la grande majorité en tire plutôt le grand avantage. Les Camerounais sont des gens éduqués, les Camerounais sont des gens formés, les Camerounais sont sérieux, travailleurs, courageux. Et ce matin encore, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau qui m'a dit qu'à partir de son téléphone, il a découvert un projet au ministère de l'Agriculture, non de l'élevage, qui devait lui permettre de solliciter un crédit de 5 millions de francs. Je lui ai dit, écoute, bravo.
Toi, au moins, tu fais un bon usage des réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs en parler ce soir, puisque je lui ai dit que j'étais invité et que je vais en parler ce soir pour que les Camerounais comprennent qu'à partir des réseaux sociaux, on peut trouver un financement, parce qu'il a trouvé un financement apparemment du ministère de l'élevage. Il m'a dit qu'il devait se rendre en Bopi. Je lui ai dit, écoute, félicitations, chapeau, et informe les autres, parce que le tout, c'est pas de connaître le projet. Il m'a dit également qu'il devait se réunir pour, je sais pas, une coopérative des producteurs de poissons. Moi, je lui ai dit, écoute, c'est tant mieux, communique aussi pour que les autres puissent en tirer avantage. En tout cas, comme a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut pas être des followers passifs, il faut en tirer le plus grand avantage. Les réseaux sociaux, c'est immensément riche. Il y a des choses là-bas qui sont d'une très grande valeur, qui peuvent faire appeler notre pays également, qui évidemment est en construction à se développer à une vitesse qui est égale à peu près à celle de la lumière. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons tous pour être ce grand pays que chacun d'entre nous appelle de ses grands voeux. About this issue, Look, I feel very bad with I cannot really understand how mature people, two men, will be with will meet a lady who was presented as a minor. It means that she cannot even give a valid consent for such an act. And then, worst of it all, you take time to film, and then you send the image on social media. It is public indecency to begin with, and it destroys the future of the lady. Serge, I don't know what can push people to be this reckless. And he said that they could do if they say he could ask for forgiveness and be pardoned, and maybe try to get into kind of compensation to the girl. I just want him to understand that each time you commit an offense, there are actually two parties. There is a state and the victim. Yes. The state will punish you. Yes, the state will punish you for the crime you committed, and the lady could be compensated. But I don't think any money can compensate her dignity. And to me, the outing of the ministers is very indicative. Though I would have loved that male ministers honestly associate themselves with such with such outing. I think that the male ministers, especially the Minister of Communication, would have been present to show that the men equally condemn such attitude coming from people like that. You see, so Serge, you look at the mind, in before you condemn somebody, you look at the criminal mind, the menstrual, what was in his head when he was committing such an act. What kind of pleasure was he seeking to derive in filming such images and send to public? We should condemn it. And then when you ask yourself that, if that was your junior sister or your child, how will you take it? I think the minister is right in a mission to severely punish those who are found guilty. Pénalement, Yes. à quoi devrait-on s'attendre? Well, there's public indecency, which is an offense, and there's rape, because if the girl is 15 years old, there's rape. She cannot give valid consent. I speak under the control of my intelligent colleague, because to give a valid consent to sexual act, it must be a measure. You understand? So at the age of 15, she could not have given a valid consent. So there's public indecency, which is a crime, which is an offense, and there is rape, because the lady could not have given a valid consent for such an act. Oui, docteur Oui, Soumba. ça, pour moi, je crois qu'à la suite des maîtres, ce qu'il faille davantage relever et mettre en exergue, c'est dans ces images que nous voulons voir de notre gouvernement. Je vous le dis toujours, structuré autour de deux grands principes forts, la collégialité et surtout la solidarité gouvernementale. Je crois qu'on venait de voir une belle expression de solidarité gouvernementale qui viendra donc impulser, parce que vous voyez, la justice, en réalité, je veux parler sur le contrôle de maître. Vous comprenez, Oui. Une minute, docteur Soumba. Pour Baristan Kamalimen, la présence du ministre Sadi à cette conférence, est-ce que vous avez l'impression que c'est une affaire de femmes? Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes dans les compétences sectorielles. Oui. Et ici, c'est une question de femmes. Donc je pense que... c'est une question de femmes? C'est-à-dire cela? Non, c'est-à-dire que c'est une question où c'est le ministre de la Promotion et de la Famille qui doit en réalité prendre la parole. Parce que si
J'en venais... Mais si elle prend la parole, ça empêche que le ministre de la Communication soit là? Non, pas du tout. Il pouvait même réagir. J'en venais justement pour vous indiquer que, en réalité, avant même l'intervention de ces ministres, de ces différents ministres, le juge qui défend les intérêts de la République, qui est le défenseur de la société, on dit souvent qu'il défend les intérêts de la République. Bien entendu, pour une question qui touche l'ordre public, on n'aurait même pas d'ailleurs attendu la sortie des ministres. Ça veut dire que la justice serait autosaisie de cette affaire. Maintenant, la présence, je pense que la sortie de madame la ministre de la Promotion et de la Famille est sans préjudice de l'intervention du ministre de la Communication, qui pour lui aussi, parce que là il s'agit d'une affaire de mœurs qui touche l'ordre public. Et vous voyez, dès qu'on parle de l'ordre public, ce qui est évident, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on rattache cela uniquement à l'intervention de madame la ministre. Donc moi je pense que cela n'exclut pas l'une autre intervention du ministre de la Communication, puisqu'on se rend bien compte que, je vous ai parlé tout à l'heure du principe de la collégialité et de la solidarité gouvernementale. Mais Tigem, dernier mot? Écoutez, c'est triste qu'on en soit à parler de ce genre d'actualité. Moi, je n'aime pas des commentaires sur des procédures qui sont pendantes devant des juridictions, vous le savez très bien. Moi, je pense que... Tu as déjà le processus est déjà enclenché? Tout le monde... Écoutez, vous ferez qu'un membre du gouvernement, 3 membres du gouvernement commis comme ça, c'est sérieux. Un gouvernement ne se déploie pas pour rien. Quand il se déploie comme ça, c'est un peu sérieux, mais bon. Voyez-vous, c'est la communication gouvernementale, il y a les principes, la présomption d'innocence et tout ce qui va avec. Et le tribunal qui est mieux placé, moi je suis la défense, moi j'ai choisi mon métier, je suis avocat. Je ne suis pas un tribunal, je ne suis pas magistrat, je ne rends pas les décisions. Je défends ceux qui me sollicitent et puis je ne suis pas là pour rendre les décisions sur un plateau de télévision. En tout cas, les magistrats avisés, comme nous en avons, puisque l'État du Cameroun dépense beaucoup d'argent pour former les magistrats. Je pense qu'ils ont la compétence qu'il faut, ils ont les moyens qu'il faut, ils ont les rudiments qu'il faut, les outils nécessaires pour statuer avec la plus grande sérénité et retenir l'infraction qui leur paraîtra la plus à même de réparer le tort causé, si tort il y en a. Mais en tout cas, pour ma part, je pense qu'il faut respecter les principes. Je voulais vous interroger, mais je pense qu'on a oublié d'évoquer en matière de réseaux sociaux, il y a des lois. Oui, la loi 2010. Voilà. Ouais. Oui, je pense qu'ils il y a la cybersécurité. Tout à fait. Qui intervient, voilà. C'est quelque chose. N'oublions pas qu'il y a le code pénal aussi. Et surtout le code de procédure, parce que c'est, en tout cas, la procédure, hein, c'est là que ça commence. Quand vous ratez la procédure. Ok. Voilà, on en vient donc à Falaye Koulou. Falaye Koulou, 62 ans, probatoire. You see, Qu'est-ce qui... En un mot, il n'est jamais, jamais trop tard pour bien faire. Yeah, je suis un peu en politique à 58, donc c'est mon camarade. Il est trop tard, mais il fait bien. Barrister. He has the kind of courage that I equally have. I think Barrister Tegen will tell you. You know, when he started, he called me Limen Speedy. Oui. That is the name of what I was before, a musician. Yes, Limen Speedy was my... Former singer. Yes, I was a musician, and that's what I was doing even out of the country. And in 2010, I decided I was into IT, computer maintenance and building. Yes. In 2010, when I was already about 30 something years, I went back to the university to read law. The first day I came, I parked a big car. All the students ran and said the teacher has come. You understand? You see, but today when you look at where I am, I'm doing PhD in law, and I own a law firm, and I'm doing fine. You see that determination base. And if I'm here today, it's because I took the challenge to have gone back to school to polish up myself to be who and what I am today. So it is a wonderful thing that he's doing to tell the youth that you shouldn't give up. You should believe that you can change your status. And I hail him for that. Ok. Maître Tigem. Écoutez, un grand message. Qu'est-ce qui, en un seul mot, Falaye Koulou, pour vous, c'est quoi? Un grand message. Oui? Un grand message pour la jeunesse. Un grand message pour la jeunesse. Oui, toujours quand je m'exprime ici, je vous le dis sans arrêt, pour moi, c'est à ces jeunes-là qu'il faut penser. Parce qu'ils sont l'avenir de ce pays. Il faut leur dire que ce pays est le leur. Ce pays leur appartient. Il y a l'école de la République. C'est pour vous. Formez-vous et croyez en votre pays, croyez en vos chances. Soyez travailleurs et vous y arriverez. Voilà un monsieur qui a 62 ans constate
certainement qu'à l'occasion de ce qu'il faisait, il aurait pu gagner davantage sa vie s'il était mieux formé. Il décide de se former. Formez-vous, arrêtez les réseaux sociaux, sauf peut-être si vous voulez apprendre. Formez-vous et soyez fiers. Sachez que ce pays est le vôtre. Il faut le construire, il faut le développer. Ce pays a des instruments, ce pays a des hôpitaux, ce pays a des écoles, ce pays a des centres de formation. C'est un pays où il y a des instituts privés d'enseignement supérieur. Il y a un ministère chargé de l'emploi qui met en place des formations professionnalisantes. Non, c'est un pays extraordinaire. Il est le vôtre, c'est une opportunité. Et si je vous parle, écoutez-le et vous verrez que dans quelques années, peut-être que nous ne serons plus là et vous serez sur ce plateau. En tout cas, c'est un travail et c'est un travail permanent, un travail continu, un effort constant. Et il faut abandonner la rue, il faut abandonner les discours qui ne construisent pas la République. Soyez des républicains, ayez des discours constructifs, pensez à votre pays, bâtissez-le, travaillez et vous y arriverez. Voilà, Charles Ndikam, pour vous, il n'est jamais trop tard, vous avez dit. Oui, il n'est jamais trop tard, mais je voudrais surtout dire à la jeunesse qu'elle ose. Oser, ça veut aussi dire qu'on n'est pas d'accord et pouvoir sortir pour le dire. Mais celle-ci, je voudrais particulièrement lui dire qu'il faudrait peut-être que ça fera du mal aux structures brassicoles, mais qu'elle pense un peu moins au plaisir, aux bars et aux boîtes de nuit et aux stupéfiants. Parce que ce sont les fléaux qui minent notre jeunesse aujourd'hui, à côté de celui que nous avons évoqué tout à l'heure, qui a été évoqué dans le journal. Ce sont des fléaux parce que, au-delà du fait que ces messieurs auraient fait ce qu'ils ont fait, il a fallu qu'ils trouvent matière à cela. Qu'est-ce que cette jeune fille faisait là, au lieu d'être en train de s'éduquer et d'essayer d'être quelqu'un demain, hein, donc, eux, ils ont profité d'une fragilité, certes, mais cette fragilité ne devrait pas être. Donc, je dis, et sur ce point-là, au moins, en reprenant quelques-uns des propos de Maître Tegem, pas tous, je dirais que oui, ce pays est le vôtre, mais il faut que vous vous l'appropriez. Et se l'approprier, c'est rompre aussi avec un certain discours que j'ai entendu longtemps, depuis 2 ou 3 ans au moins. C'est que dès que vous attentez un peu, vous menacez un peu les intérêts des uns, vous êtes traité d'antipatriote. Non. Nous, ce Cameroun nous appartient à tous et il vous appartient en premier, parce que vous êtes les plus nombreux d'entre nous. Prenez-le en main, prenez-vous en main, croyez en vous. C'est ce que je peux tirer de ce que j'ai vu là. Voilà, docteur Louison Issoba. Oui, ça c'est... Il pourra s'inscrire si jamais... Mais j'en viens justement, ça fait 3 ans. 3 ans, il pourrait ça fait 3 ans, le vous pourrez l'accueillir. Oui, bien entendu, le professeur Magloire Ondoa, quand il était doyen, il a un étudiant qui avait 78 ans, qui était inscrit au niveau 2. Et quand le doyen le découvre, le doyen décide de payer ses frais universitaires. Et je pense que d'ici, ce monsieur est déjà licencié. Et j'espère peut-être qu'il a même continué, peut-être jusqu'à master. Parce que vous savez, l'une des innovations aujourd'hui dans les universités, c'est qu'il n'y a plus de limite d'âge. Voilà ce qui est intéressant. Et moi, on a eu la chance d'avoir fait pour ce Roger Gabriel, qui nous dit que le jour où il faisait le concours d'agrégation, il a eu une maman, une docteure. Le docteur, elle avait 81 ans. Et il lui demande, mais madame, à 81 ans, qu'est-ce que vous cherchez? La dame lui a tout simplement dit qu'elle voudrait que le jour est décès comme être professeur. On enlève docteur. Donc vous voyez qu'en réalité, il y a une joie d'abord personnelle. Il y a un symbole autour de cela. Personnellement, on s'est dit, écoutez, quand vous entrez en capacité, vous avez une maman, les parents qui sont là. Et j'aime à leur dire, écoutez, ce n'est pas simplement pour une promotion sociale que vous cherchez le diplôme, mais aussi vous acquérez des connaissances. Et vous savez qu'il est motivateur pour le parent d'apprendre et cela stimule les enfants. Parce que quand on voit le père lui-même apprendre, on voit la maman d'un certain âge se mettre là, elle apprend. C'est stimulant pour les enfants. Donc moi je pense que c'est quelque chose qu'il faille vraiment promotionner, il faut sensibiliser les autres pour dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de limite d'âge. Quel que soit l'âge que vous avez, les institutions, l'école, tout ça s'ouvre à vous pour améliorer améliorer et faciliter votre insertion dans la vie publique. Voilà, on va terminer par une question. Vivement un gouvernement avec tout ce qui se passe. Un nouveau gouvernement dans les tout prochains jours? Écoutez, il serait le bienvenu, il est plus que temps. Oui. Il est plus que temps. Espérons que le maître de l'horloge nous entende
C'est vrai que le temps appartient au peuple, mais c'est lui qui a la montre et il est temps peut-être qu'il la regarde. Barrister. Well, I think we need to change even from the top. We need a complete overhauling of the system. The president and every minister should be changed. That's my opinion. Let's have a new generation. C'est votre opinion, mais c'est les Camerounais qui décident. That's why I say it's my opinion. Oui, c'est les Camerounais qui décident. Ils ont fait confiance à un homme et il est en train de travailler. Nous savons qu'il a la mesure des choses et nous savons qu'il prend tout du temps pour prendre la décision juste. En tout cas, il a notre confiance et le juge décidera. Il nommera un gouvernement que nous allons accompagner, bien évidemment. Dr. Luzon. Moi, je pense que avec ce scandale Covid, le président a déjà trop attendu. Ouais, voilà. En réalité, il a déjà trop attendu. Vous savez, on est en train de constater déjà là une sorte de dilatoire. Vous savez que le temps sait jouer son rôle d'apaisement. Mais est-ce que monsieur le Premier ministre n'aurait pas pu se démettre? Parce que le fait qu'il dépose sa démission aurait peut-être entraîné celle du reste du gouvernement. Il faut dire qu'aussi nos compatriotes n'ont pas cette culture. Ils n'ont pas cette culture-là. Bon, et lui, il en profite, il en use, il en abuse. Oui, docteur Luzon. J'étais dans une lancée pour indiquer qu'en réalité, avec le scandale Covid que nous avons tous vécu, le président ne devait pas laisser le temps. Non, il y a le scandale de la canne et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Il aurait poussé le président. C'est arrivé jusqu'au noces, c'est pour dire. Voilà. Donc, en réalité, ces gens-là, pour être sérieux, c'est vrai, le président sait prendre son temps. Quand on dit le pouvoir discrétionnaire, c'est aussi ça, mais la discrétion ne peut pas vous amener à une léthargie. La discrétion, c'est aussi un pouvoir agissant. C'est pour dire qu'en réalité, pour des scandales que nous avons eus comme ceux-là, le président de la République devait déjà monter sur le créneau. D'abord, pour rassurer les Camerounais, pour leur dire, écoutez, tous ceux qui seront impliqués, parce que vous avez suivi la note, auteurs, co-auteurs, complices. Donc, qu'on les mette de côté, qu'ils mettent en place un nouveau gouvernement en qui le peuple fera confiance, que le même peuple qui lui a fait confiance en lui conférant les suffrages. Mais vous semblez déjà avoir... vous savez qui est auteur, qui est co-auteur, qui est complice? Mais écoutez, on a parce que le ministre a dit la présomption d'innocence. Tout à l'heure, je crois que les procédures sont en cours, on ne va pas les commenter, mais on regarde juste, il y a les présomptions d'innocence, bien entendu, les principes du contradictoire. Donc, au nom de quoi on va donc mettre certains de côté? Mais au nom de, justement, le fait que les soupçons posent sur un certain nombre de ministres impliqués dans cette affaire. Rien que sur la base des soupçons, c'était déjà mieux. Parce que, écoutez, même dans l'audition... des soupçons, vous mettez... Certaines charges, oui. Sur la base de soupçons récurrents, oui. Des soupçons. Oui, docteur. C'est-à-dire que, écoutez, vous savez, même l'intention est condamnable. Hein. Oui. Je parle sur le contrôle des données. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, le président de la République, quand vous voyez ces ministres qui vont aux auditions, ils ont leurs deux gars de quoi à côté avec les armes. Vous croyez que c'est une audition qui sera fiable et sincère? Donc, il faut d'abord les mettre de côté pour que tout cela se déroule bien et que le président de la République rassure le peuple. Parce que pour un tel scandale... Si après l'audition, on ne trouve rien, on trouve qu'ils ne sont pas coupables. On les remet, on les fonction. Bien entendu, le président de la République sait bien entendu manipuler les chaises musicales. Il sait comment il peut vous arriver ici pour vous mettre là-bas. Et cela peut être réglé. On l'a souvent vu dans ce pays. Donc, c'est pour dire quoi? Le gouvernement est attendu pour rassurer le peuple et je pense que le président lui-même de la République est conscient de cela et que le moment venu, ce sera fait. Bernard Tapie est un exemple de ce que vous venez de dire, qui s'est mis à la disposition de la justice. Et puis qui est revenu par la suite. Barista, il y a trop d'éléments qui devraient normalement amener le président pour de scandales à faire remaniement. I agree with Dr. Luzon. Yes, full that there are full doctor. You see, there are a lot of there are sufficient reasons to think that the money was actually embezzled, and once you are already under investigation, the authority has the right to carry on a full investigation. And as he rightly said, you cannot be carrying out investigation on somebody who comes so intimidating, is a minister. So I think the one fact which is certain is that they actually received the money. Yes, they've received the money, and therefore it is for them to justify how they use the money. There is a first investigation that was carried out that brought out sufficient elements that money was not properly used. Even the bank, BEAC, I think, came out with a report that there's inconsistency between what was commanded and what was supplied, all those things. So there's sufficient facts, and it is normal. It is
fair play that those people, those ministers, should be kept aside while investigation is properly done. Okay. Yes. The simple fact that they receive the money. Écoutez, c'est pas moi qui décide. C'est les Camerounais ont fait confiance. Les Camerounais ont fait confiance à monsieur. C'est lui qui... Vous voulez le référendum? Écoutez, si le référendum se fait pour hasard, ça ne se voit pas sur un plateau de télévision. C'est lui qui a... Parce que vous évoquez tout le temps les Camerounais. Mais puisqu'il n'est pas là... Vous voulez qu'il se prononce pour un nouveau gouvernement? Non, écoutez... Comment vous dites non encore? Quand ils font confiance, c'est pour 7 ans. Pendant les 7 ans, ils posent les actes. Et à 7 ans après, ils évaluent. Puisque dans 7 ans ou dans 4 ans, il va leur dire, écoutez, vous m'avez évalué, voilà le mandat, qu'est-ce qu'on en fait? Et les Camerounais décideront. Pour l'instant, c'est lui qui a les manettes, c'est lui qui dirige. Moi, je lui fais confiance, ou alors nous, du RDPC, nous lui faisons confiance. Parce qu'il travaille pour nous. Il travaille comme nous aurions souhaité que tout le monde travaille, c'est-à-dire de la mesure, prendre le temps et prendre la décision juste. Nous ne souhaitons pas un président de la République, comme disait le full docteur, qui prend une décision. Après, quand on lui dit, bah, et s'il avait, il dit non, c'est parce que... Non, nous préférons un président mesuré, il prend le temps et prend la décision juste. Ok, merci. Il prend la décision quand le De premier 1982 à 84, il y a eu 4 remaniements gouvernementaux. C'était les décisions justes en son temps. Voilà, vous voyez, c'est que ça peut aussi être opérationnel en 2022. Oui, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ok. Voilà. Merci, Maître Tegem. Merci. Merci à vous, full docteur Samba. Thanks. Merci, Charles Dicam. C'est moi qui vous remercie. Thank you, Maristan. Thank you so much, and I conclude by pleading to the authorities that they should look at our Lokpom road. The road is so bad. It's not the only one. You want? I mean, this one is so bad. This one is so bad. The Lokpom road is so bad that I'm calling on the administration to do something. It's very bad. Okay. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous soit, on se retrouve demain à partir de 19h pour un autre numéro. Bonsoir, Djambutu.